Bonjour. Donc, après avoir introduit la notion d'entropie statistique, on va parler des conditions d'équilibre. Donc, je rappelle que le cours est disponible sur la plateforme de la fac, donc la plateforme YouTube, sur mon site personnel. Donc, on va présenter le cours, suivra le plan décrit ici. Donc, on va parler du choix de modèle, donc l'échange thermique, donc l'échange mécanique et thermique, donc l'échange mécanique, thermique et l'échange de particules aussi. Donc ici, j'ai écrit une petite note sur comme quoi, même que physiquement, l'ensemble micro-canonique, ça n'existe pas. Donc je ne peux pas avoir un système parfaitement isolé, mais ça constitue une bonne approximation mathématique donc, pour traiter plusieurs problèmes. Donc on l'admet même que c'est difficile de le trouver ou bien de le réaliser dans la nature. Donc je vais considérer un système isolé, donc par une paroi qui ne peut transmettre ni chaleur, donc je dis isolante, ni travail, donc c'est rigide, ni particules, donc c'est imperméable, c'est la paroi ici, donc en noir. Donc ça constitue bien un ensemble microcanonique. Donc ce système-là, je vais le diviser en quelque sorte en deux sous-systèmes, donc 1 et 2, donc par une paroi, donc la paroi en bleu ici, P. Donc jusqu'à temps est égal à 0, donc la paroi elle est isolante, rigide et imperméable. Donc le système 1 et 2 n'ont aucun échange, ça constitue chaque système, c'est un ensemble microcanonique parfaitement isolé. Donc, et à partir d'un certain T, donc est égal à 0, donc je peux modifier la paroi P selon les cas. Donc, pour le premier cas, je vais considérer que la paroi n'est plus isolante, mais elle va rester rigide et imperméable. Donc, le seul transfert possible, c'est le transfert de chaleur. Donc, dans le deuxième cas, donc la paroi elle n'est ni isolante ni rigide, donc je vais ajouter le transfert mécanique au transfert de chaleur, donc il va mais il reste toujours imperméable, donc il n'y a pas de transfert de la matière ou bien de particules. Donc et le troisième cas, donc c'est le plus général, c'est que la paroi n'est ni isolante, ni rigide, ni imperméable, donc elle laisse tout passer, donc chaleur, énergie mécanique et nombre de particules. Donc je vais adopter les notations suivantes. Donc je vais noter pour le système 1, donc son énergie U1, V1 pour son volume, nombre de particules N1 et entropie statistique sigma 1. Donc de même pour le 2, donc et pour l'ensemble, donc je vais avoir comme énergie U qui est la somme des énergies, le volume qui est la somme du volume, donc de même pour le nombre de particules c'est N1 plus N2 et pour l'entropie c'est sigma 1 plus sigma 2. Donc, comme le système il est isolé, donc U, V et N seront constants. Donc, par contre, donc sigma doit croître jusqu'à équilibre qui se fera à travers l'échange, donc que je vais considérer soit 1, 2 ou bien 3. Donc, je vais avoir d sigma, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, 0 pour l'équilibre et donc supérieur strictement à 0 pour l'évolution. Donc je vais commencer par l'échange thermique. Donc je dis qu'il y a un équilibre thermique, donc c'est pour T supérieur à 0. Donc les systèmes 1 et 2 n'évoluent pas en quelque sorte. De la relation, je peux dire que sigma est égal à sigma 1 plus sigma 2. Si je traduis ça en termes de différentiel, je vais avoir d de sigma, c'est sigma 1 plus sigma 2. Et à l'équilibre, donc d de sigma, ça fait 0. Donc, puisque il n'y a pas d'échange d'énergie mécanique, donc initialement, donc si je prends la fonction entropie, donc elle doit dépendre des propriétés du système. Donc ça va dépendre de l'énergie, du volume
est le nombre de particules, que ce soit pour le système global ou bien pour le système 1 et 2. Donc, puisque on utilise le système 1 et 2, donc puisque le volume, ou bien il n'y a pas de transfert mécanique, donc le volume reste fixe, donc il n'y a pas de transfert d'énergie, donc N c'est fixe, donc le sigma, ça va être seulement une fonction de l'énergie. Donc sigma, je le note, c'est sigma U. Donc il va ne dépendre que de l'énergie. Donc j'écris la différentielle, cette forme-là, d de sigma, c'est la dérivée partielle de sigma 1 par rapport à U1, d de U1, plus la dérivée de sigma 2 par rapport à U2, d de U2, donc puisque donc, la différentielle de chaque fonction, puisque d de sigma, c'est la somme de sigma 1 plus sigma 2. Donc, or, je sais que U est égal à U1 plus U2. Et ça, c'est constant. Donc, quand je passe à la différentielle, donc d de U1, d de U, ça va faire d de U1 plus d de U2. Et ceci, ça vaut 0. Donc, ceci, ça donne que d de U1 est égal à moins d de U2. Donc, je remplace ici, je trouve cette formule-là. Donc, avec un signe moins ici. Donc, à l'équilibre, d de sigma, ça fait 0. Donc, ça revient à dire que ce produit-là est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Nécessairement, donc, le terme ici, entre crochets, qu'elle doit être nulle. Donc, puisque d de U1, il est quelconque. Je ne peux pas choisir d de U1 est égal à 0, sinon le système 1 ne évoluera pas. Donc, le nombre entre crochets est égal à 0, ça entraîne automatiquement cette égalité. Des dérivées partielles de sigma 1 par rapport à U1 est égal à la variation de sigma 2 par rapport à U2. Donc, j'ai introduit la notion de la température statistique. Donc, j'ai dit que la variation de l'entropie par rapport à l'énergie interne, c'est l'inverse de la température. Donc, à l'équilibre, je vais avoir cette égalité. Ça revient à dire que je vais avoir 1 sur taux 1 est égal à 1 sur taux 2. Donc, ce qui entraîne que taux 1 est égal à taux 2 à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, donc les températures statistiques sont égales. Donc, pour continuer dans mon raisonnement, je vais considérer le cas d'échange thermique. Donc, le cas d'échange thermique, ou bien quand le système évolue, donc d de sigma ne sera plus égal à 0, mais supérieur ou égal à 0. Donc, pour faire ça, je suppose qu'il y a un gradient ou bien une différence entre les deux températures statistiques. Je suppose que taux 2 il est supérieur à taux 1. Donc je reviens ici, donc je substitue ici. Donc ça va être, ça c'est d de sigma. Donc puisque d de sigma est supérieur à 0, donc ça va être supérieur à 0. Donc je remplace par 1 sur taux. Donc je vais trouver ce nombre-là entre crochets, c'est 1 taux sur 1, taux 1, moins 1 sur taux 2, d de U1 supérieur à 0. Donc le produit de deux nombres et les positifs, c'est les deux nombres ont le même signe. Donc je compare ici taux supérieur à taux 1, je passe à l'inverse, ça va faire petit. Donc le nombre entre crochets, donc c'est supérieur à 0. Du coup, automatiquement, le d de U1 doit être supérieur à 0. Donc l'énergie U1 du système 1 augmente, donc, puisque sa variation elle est positive. Donc, et il augmente par transfert de chaleur du système U2. Donc on dit que le système U2 cède ou bien donne de la chaleur au système 1. Donc et la chaleur passe du système le plus chaud, donc le système le plus chaud c'est celui qui a la température la plus élevée, donc ici, vers le système le moins chaud ou bien le système froid. Donc, je peux voir en quelque sorte que la température statistique taux a les mêmes propriétés que la température ordinaire telle qu'on la connaît.
Donc, on va vérifier après que T auto, ça constitue en quelque sorte la même grandeur et décrivent la même grandeur. Donc, que tau est l'équivalente à T. Donc, ici, une remarque qu'on peut faire. Donc, si je considère, donc, il y a un échange, mais si je considère que tau, il est inférieur, tau 2, inférieur à tau 1. Donc, le même raisonnement, mais ici, donc je vais avoir le nombre entre crochets, ça va être inférieur à 0. Donc, automatiquement, pour avoir d de sigma supérieur à 0, donc le d de U1 doit être aussi inférieur à 0. Donc, un négatif ou un négatif, ça va faire un positif. Donc, du coup, c'est le système U1 qui va donner de la chaleur ou bien de l'énergie au système U2. Donc, si le plus chaud, il va céder de la chaleur au système le plus froid. Donc, c'est juste pour dire que c'est arbitraire. Donc, ici, donc, il y a un échange thermique, c'est taux 2, et les différentes de taux 1. Donc, je peux choisir, donc, est-ce que taux 2 il est supérieur ou bien c'est taux 2 qui est inférieur à taux 1. Donc après, je vais passer à l'échange mécanique et thermique. Donc c'est les mêmes suppositions, sauf que maintenant, je vais ajouter l'échange de l'énergie mécanique. Dans ce cas, l'entropie, donc initialement fonction de U, V et N, ça va être une fonction de U et V. Donc je garde le nombre de particules constant, donc sigma ne dépend pas de N. Donc j'écris la différentielle. Donc ça va être, c'est la différentielle de sigma par rapport, donc pour la partie thermique. Donc ça va être la dérivée par rapport à U1, donc la dérivée par rapport à U2. Après, pour la variation suivante de volume, c'est d de sigma 1 par rapport à V1, d de V1, plus d de sigma 2, d de V2, d de V2. Donc, et puisque j'ai déjà un équilibre thermique, du coup, donc cette somme-là, ça vaut 0. Donc, et pour avoir une entropie nulle, automatiquement, le terme ici, qui va être nul. Donc c'est ça. Donc, je note aussi que V, ce n'est autre que V1 plus V2, et c'est constant, donc implique que d de V, ça fait 0, donc ce qui implique que d de V1 est égal à moins d de V2. Donc je remplace et je trouve cette expression-là. Donc pour avoir une égalité, donc automatiquement le nombre entre crochets qui va être nul puisque d de V2 et d de V1 elle est différente de 0. Donc d de V1 est égal à 0, donc il n'y a pas de transfert en quelque sorte d'énergie mécanique, donc il n'y a pas de changement de volume. Donc puisque d de V1 est différent de 0, c'est automatiquement que le nombre entre crochets ici qui vaut 0. Donc ce qui se traduit, ou bien ce qui donne d de sigma 1 par rapport à V1, d de sigma 2 par rapport à V2 sont égaux. Donc je vais définir ce qu'on appelle la pression statistique comme étant pi sur tau, c'est la variation de l'entropie par rapport au volume. Donc de cette égalité-là, je peux écrire que tau sur pi1 sur tau 1 est égal à pi2 sur tau 2. Et puisque j'ai un équilibre thermique, à savoir tau 1 est égal à tau 2, ça revient à dire que P1 est égal à P2. Donc, à l'équilibre thermique, j'ai tau 1 est égal à tau 2. À l'équilibre mécanique, je montre ici que P1 est égal à P2. Après, pour l'échange, je suppose maintenant qu'ils sont différents, donc il n'y a pas d'équilibre, donc c'est hors équilibre. Donc, je
fais la supposition P1 supérieur à P2, et puisque j'ai un équilibre thermique τ1 est égal à T2, donc le système il est en évolution. Ça revient à dire que le produit ici, donc ce facteur-là, ou bien le produit de ce nombre-là par dV1, il est supérieur à 0. Donc, et puisque j'exprime ça en fonction de pi et tau, et puisque j'ai τ1 est égal à τ2, automatiquement, je vais avoir P1 supérieur à P2 pour avoir ici un nombre positif. Donc ici, un nombre positif, donc il est régi par la supposition de P1 supérieur à τ2. Puisque ça, c'est positif, automatiquement, le d de V1, ça va être positif pour avoir un nombre positif. Donc, d de V1, il est positif, ça veut dire que le volume du système 1 augmente par transfert d'énergie mécanique. Donc, le volume augmente, donc la paroi, en quelque sorte, se déplace. Donc, la paroi initialement ici, donc système 1 et 2. Donc, puisque ça a une pression plus grande, donc la paroi va se déplacer ici, donc pour avoir plus de volume, donc d de V1 supérieur à 0, donc jusqu'à atteindre l'équilibre où P1 est égal à P2. Donc je vais appliquer en quelque sorte une force pour déplacer le paroi. C'est l'énergie mécanique, c'est le transfert d'énergie mécanique. Donc, ces propriétés-là, donc, ça ressemble à ce qu'on connaît, c'est à la notion de pression. Donc, il va nous rester à montrer que la pression statistique n'est autre que la pression ordinaire qu'on connaît. Donc, dans le troisième cas, je vais supposer l'échange mécanique, thermique et des particules. Donc, tous les trois échanges sont permis. Donc maintenant, je vais prendre pour l'entropie, ça va être la variation suivant U, V et N. Donc ça va être une fonction des trois variables. Donc j'écris la différentielle, donc puisque sigma c'est la somme de sigma 1 plus sigma 2, donc la différentielle ça fait 0 à l'équilibre. Donc je remplace et je vais trouver cette expression-là. Donc déjà, puisque j'ai un équilibre thermique, donc ça fait 0, j'ai aussi un équilibre mécanique, donc ça va faire ça est égal à 0. Donc pour avoir un équilibre de concentration, un équilibre chimique, automatiquement, c'est ça qu'il faut qu'il soit nul. Donc ça, je vais l'écrire ici. Donc après, je sais que n, ce n'est autre que n1 plus n2, et c'est conservé, donc c'est constant. Donc d de n, ça fait 0, donc d de n1 est égal à moins d de n2. Donc je remplace, je trouve ça. Donc ça fait 0, donc automatiquement, le nombre entre crochets là, qui vaut 0. Donc ça induit que la variation de sigma 1 par rapport à 1 est égale à la variation de sigma 2 par rapport à 2. Donc à ce stade-là, je vais introduire la notion du potentiel chimique mu comme étant mu sur tau est égal à moins la variation de sigma par rapport à n. Donc il y a un équilibre, donc c'est ça est égal à 0. Donc ça revient à dire que le potentiel mu1 est égal à mu2 puisque j'ai un équilibre thermique ici, τ1 est égal à τ2. Après, je vais supposer qu'il y a un échange. Donc à l'équilibre des concentrations, donc mu1 est égal à mu2. Donc après, je considère qu'il y a un échange. Je vais supposer par exemple mu2 supérieur à mu1. Donc je peux toujours supposer l'autre que mu1 est supérieur à mu2. Donc dans notre cas, on va supposer que mu2 supérieur à mu1, donc puisque avec T1 est égal à T2 et P1 est égal à P2. Donc
pour s'assurer de l'équilibre thermique et l'équilibre mécanique. Donc le système, il va évoluer. Donc ça va être différent de 0, c'est supérieur à 0. Donc c'est l'entropie, c'est ici, c'est D de sigma. Donc je vais l'exprimer en fonction de mu. Donc il y aura mu1 sur tau et mu2 sur tau. Donc le moins ici, ça vient de la définition, puisque j'ai défini donc, le potentiel chimique avec un signe moins près. Donc je vais avoir moins. Et puisque mu2 supérieur, donc je vais avoir ça, le nombre entre crochets, c'est positif. Ça induit automatiquement que D de 1 elle est supérieure à 0. Donc D de 1 supérieur à 0, donc D de 1 va recevoir en quelque sorte des particules du système 2. Donc on dit que le système U2, qui est le potentiel plus élevé, cède des particules au système 1, qui a un nombre de particules moins élevé. Donc ça, ce n'est autre que c'est relatif, donc ça nous rappelle en quelque sorte la notion des concentrations. Donc, dans la partie qui suit, donc on a vu, puisqu'on a vu la température statistique, la pression statistique et le potentiel chimique, donc on va identifier les grandeurs statistiques avec les grandeurs thermodynamiques. Donc c'est ce qu'on va faire dans la partie suivante. Donc, identification de l'entropie thermodynamique et de l'entropie statistique. Donc, ça, c'est juste un rappel sur la disponibilité de cours donc, dans le plan. Donc, on va identifier la température, pression statistique avec ce thermodynamique, la différentielle D de sigma et D de S. L'identification de sigma avec S, donc on va parler de la notion d'information, donc ou bien de l'entropie et l'information et la notion d'irréversibilité. Donc je commence donc, par l'identification des pressions et températures. Donc je considère une boîte fermée de volume V donc, qui contient N, donc une mole de particules, donc sans autre interaction que le choc élastique. Ça revient à dire que je vais considérer que le gaz contenu dans la boîte, il est parfait. Donc ces particules constituent un ensemble microcanonique et il va définir un volume accessible D de sigma. Donc avec l'entropie, ça va être CK, le log népérien, le delta sigma. Donc le delta gamma, pardon. Donc le delta gamma, je peux le décomposer comme étant le delta gamma positionnel fois le delta gamma impulsionnel. Donc ça, c'est juste pour une seule particule. Donc si je veux pour les n particules, je passe par la puissance n pour avoir le delta gamma du gaz. Donc pour la partie positionnelle, donc delta gamma de Q, ce n'est autre que le volume, donc à la puissance n. Donc le delta gamma du système, ça va être, c'est le produit V de n qui est delta Q, donc c'est Q, donc delta gamma Q, donc, fois delta gamma P. Donc j'introduis le log ici et je multiplie par K donc, pour avoir l'entropie. Donc l'entropie, ça va être K log de V à la puissance n delta gamma P. Donc je développe ça. Donc je vais avoir Kn log de V plus Kn le log de delta gamma de P. Donc après, je dérive par rapport à V. Donc je passe par la dérivée par rapport à V. Je vais trouver que la différentielle par rapport à V de sigma, ça va faire un 0. Donc ça saute, donc ça fait 0. Donc ne dépend pas de V. Donc et la dérivée du log, donc ce n'est autre que 1 sur le log. Donc je vais avoir ici K
N divisé par V. Du coup, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que pi sur tau est égal Kn sur V. Donc, pi fois V est égal Kn fois tau, que je note R fois tau. Donc, ça nous rappelle l'équation des gaz parfaits. Donc, avec R, c'est ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits. Maintenant, puisque les grandeurs statistiques vérifient une loi similaire à celle des gaz parfaits, je vais carrément la comparer. Donc, j'ai ici pi v est égal à RT, donc donné par la physique statistique, et j'ai PV est égal à RT, donné par la thermodynamique classique. Donc, je retranche les deux quantités, donc je vais trouver cette équation-là. Donc, je factorise ici par le R et je factorise par le volume. Donc, R est un nombre, donc, alors que le volume peut être quelconque. Donc, pour que cette égalité soit vérifiée, pour que ce soit zéro, automatiquement, chaque partie doit être nulle. Donc, soit ça est égal à 0, soit ça est égal à... Donc, il faut que soit ça soit égal à 0 et soit ça, pi moins p est égal à 0. Du coup, je vais avoir pi est égal à pi et tau est égal à tau. On en déduit, donc en quelque sorte, les relations suivantes, que la pression, ce n'est autre que la pression statistique et la température, c'est la température ordinaire, ou bien la température statistique et la température ordinaire. Donc, c'est la même chose. Donc, dorénavant, on va plus parler de pression statistique ou bien température statistique, on va dire tout simplement pression ou bien température. C'est la même chose si on le voit du côté thermodynamique ou on le voit du côté statistique. Maintenant, je vais identifier en quelque sorte les différentiels des entropies. Donc, pour faire ça, donc, je considère un gaz parfait dont le nombre de particules n est constant et dont l'énergie interne et le volume peuvent varier. Donc, son entropie statistique, donc, qui est en fonction des trois variables, se réduit en quelque sorte, puisque le n est constant, juste à la dépendance de l'énergie interne et du volume. Donc, du coup, pour une transformation réversible, qu'est-ce que je vais avoir pour la variation de d sigma? Ça va être la variation suivant U et la variation suivant V. Après, je vais faire appel aux définitions que j'ai faites, que j'ai trouvées de manière statistique pour la température et la pression. Du coup, je vais avoir la relation pour l'entropie suivante. Donc, je vais chercher le U. Donc, je multiplie ici par T avec signe moins. Donc, je retrouve que l'énergie interne, c'est moins PV T d sigma. Donc, ça, je peux carrément l'écrire. Donc, ça nous rappelle en quelque sorte le premier principe de la thermodynamique. Donc, où l'énergie interne se décompose en deux parties. Donc, énergie mécanique due au travail, donc ou bien des forces, et une énergie calorifique, donc qui est D de Q, c'était sigma. Donc, pour avoir ça, donc l'énergie calorifique, donc à partir de ça, le D de sigma ne peut être que D de S, que celui de l'entropie. Donc, vu que ça, c'est exactement le premier principe. Du coup, je vais avoir D de sigma est égal et équivalent à D de S. Donc, si je passe par les intégrales, donc je vais avoir que sigma est égal à S plus une constante. Donc, l'entropie statistique est égale à l'entropie ordinaire ou bien l'entropie thermodynamique à une constante près, sigma. Donc ça, c'est une constante d'intégration. Donc j'ai le choix de le choisir. Donc je vais choisir un système ou bien un référentiel dans lequel cette constante, ça va être nul, du coup, pour avoir
l'entropie statistique et l'entropie ordinaire, c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'identification de sigma et S. Donc j'ai la relation d de sigma est égale d de S. Sigma S peuvent différer à une constante près. Donc je vais choisir cette constante nulle en se basant sur la notion, en quelque sorte, de zéro absolu. Donc au zéro absolu, donc défini comme étant c'est moins de 273,15 Celsius. Donc c'est ce qu'on appelle 0 Kelvin. Donc, tenant compte du troisième principe de la thermodynamique, le principe de Nernst, c'est que au zéro absolu, l'entropie, elle est nulle. Donc, l'entropie d'un système isolé au zéro absolu, elle est nulle. Ça revient à dire, puisque donc on a montré que sigma est égal à l'entropie plus une constante. Donc, à T est égal à 0, comme origine, donc à 0 Kelvin, je vais avoir 0. Donc 0 est égal, donc 0 plus la constante. Automatiquement, ça donne que la constante, elle est nulle. Du coup, je vais avoir sigma est égal à S. Donc, au niveau de la thermodynamique, donc ça c'est un principe. Donc, on prend que l'entropie du système, elle est nulle au zéro absolu. Donc la statistique va aller plus loin. Elle donne un sens, en quelque sorte, à cette convention. Pourquoi on prend au zéro absolu au zéro absolu une entropie nulle. Donc, si je considère que sachant que au zéro absolu, à t est égal à 0, donc Kelvin, donc les propriétés en quelque sorte des gaz, donc ça devient en quelque sorte solide. Donc si je prends, donc, ça devient un solide. Donc et pour un solide, donc vous connaissez donc que je peux les atomes ou bien les molécules sont figées en quelque sorte sur des sites. Donc il n'y aura plus de vibrations. De vibration des particules ou bien des atomes. Donc c'est comme si j'ai un seul état accessible, donc il n'y a pas plus de vibration. Un seul état est possible pour le système, donc le oméga, ça fait 1. Donc oméga, ça fait 1, le log de 1, ça fait 0. Du coup, l'entropie, elle sera nulle. Donc ceci, en réalité, c'est vrai pour la majorité des gaz, sauf l'hélium. Donc l'hélium, normalement, qui reste liquide, près de 0 Kelvin. Donc on l'utilise souvent pour le refroidissement dans les grandes expériences comme le cas des physiques de particules. Donc on atteint des valeurs proches du zéro absolu, donc de l'ordre des millikelvin. Donc, et même dans les cas où oméga est différente de 0, donc ça reste très faible. Donc, puisque la variation elle est réduite, donc le système, c'est comme il est figé au 0 Kelvin, donc oméga c'est très petite, du coup l'entropie ça va être très petite aussi. Donc je peux considérer comme étant le 0. Donc le troisième principe donc, nous permet d'identifier sigma et S. Donc pour récapituler, donc je vais avoir S, l'entropie c'est K log de oméga pour un système quantique, K log delta gamma pour un système classique. Donc les définitions de la température, la pression et le potentiel. Donc dorénavant, on ne va plus appeler grandeur statistique. Donc je vais parler directement entropie, température, pression et potentiel chimique. Donc c'est la même chose au niveau thermodynamique ou bien statistique. Donc, ce paragraphe-là, je ne l'ai pas encore écrit, donc ça, c'est relatif à l'entropie
et l'information. Donc ici, on va parler en quelque sorte, ou bien interpréter l'entropie comme étant un manque d'information. Donc plus l'entropie elle est élevée, moins on sait sur le système. Donc et on va parler aussi donc, dans l'autre paragraphe de la notion de réversibilité et notamment donc, puisque donc, dans le deuxième principe donc TDS c'est toujours supérieur à 0. Donc ça définit en quelque sorte le sens de l'évolution. Le sens de l'évolution. Donc, bien sûr, ce qu'on appelle la flèche temporelle. Donc, Ts est égal à 0, ça veut dire que le temps va du passé vers le futur. Donc, si je considère juste de manière hypothétique, donc d de s inférieur à 0, donc je vais avoir l'évolution dans ce sens, que le temps va s'écouler du futur vers le passé. Donc on aura quelque chose, une machine à remonter le temps. Donc ça, on ne peut pas l'avoir, on ne le voit pas dans la nature, donc du coup, c'est t de s, elle est toujours supérieure à 0. Donc avant de terminer cette séance, donc, je vais donner en quelque sorte quelques exemples de ce qu'on relatif à toutes ces notions de l'ensemble microcanonique. Donc, je vais donner pour le premier exemple, je vais considérer donc soit un système de deux particules de spin 1,5. Donc, que je place dans un champ magnétique B, donc suivant OZ, on vient donc parallèle à OZ. Donc la projection du moment, magnétique de chaque spin suivant OZ peut prendre les valeurs donc plus mu 0 ou bien moins mu 0 plus mu 0. Donc ça dépend de l'orientation de spin. Donc vous avez eu l'occasion de voir ça dans la série 1 avec un problème de 3 particules. Donc ici c'est juste une illustration d'un problème de 2 particules, donc pour illustrer les notions, ou bien rappeler les notions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, si je prends les combinaisons possibles du spin, donc pour les 2 particules, je vais avoir soit la configuration plus, la configuration plus, moins, la configuration moins, plus, ou bien la configuration moins. Donc, si je veux prendre leur énergie, donc l'énergie, c'est le produit, donc champ magnétique fois mu, donc avec l'orientation ici, je vais avoir moins 2 mu 0 P, donc ici, je vais avoir un 0, ici, plus 2 mu 0 P. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des micro-états. Donc, et je vois que
à chaque énergie, donc je peux, donc qui est grande macroscopique, je peux correspondre à un état. Donc ça va être, je vais noter l'état 1, celle qui correspond à moins de μ0. Donc l'état 2 qui correspond à l'état 0 et l'état 3 qui correspond à plus μ0p. Et ça va définir ce qu'on appelle macro-état. Donc si je veux faire le comptage, avoir un seul état ici, un micro-état, donc deux micro-états et un micro-état ici. Donc on a parlé aussi du nombre d'états accessibles du système, donc nombre d'états accessibles d'un système isolé pour lequel l'énergie est comprise entre E et E, je note comme ça, donc delta E ou bien delta, grand delta E, c'est la même chose. Donc ça, je le note oméga. Donc, c'est l'ensemble des états accessibles, donc ou bien le nombre des états accessibles du système qui ont une énergie comprise entre E et delta E. Je note aussi phi de E, c'est le nombre cumulé des états accessibles qui ont une énergie inférieure ou égale à une certaine valeur, donc je note E. Donc ça, c'est le nombre d'états qui ont une énergie comprise entre E et delta E, et le phi de E, c'est le nombre cumulé, donc c'est-à-dire que la somme de tous les états, de combien d'états ils ont une énergie inférieure à E. Donc je définis aussi la densité d'états. Donc je note ρ de E, ce n'est autre que c'est la variation de oméga de E par rapport à l'énergie. Donc, ce qui implique que oméga de E, ce n'est autre que la densité fois la variation de l'énergie, ou bien l'écart de l'énergie. Donc, on a, si je veux écrire oméga en fonction de phi, donc oméga de E. Donc, oméga de E, on a dit que c'est le nombre des états, c'est le nombre des états qui ont une énergie comprise entre E et E plus delta E. Donc, si je prends donc, les états donc, sur une échelle d'énergie, donc comme ça, sur l'échelle d'énergie, si je prends ici un E, donc ici, je vais avoir E plus delta E. Donc, oméga, c'est le nombre des états compris entre E et delta E. C'est ici, en quelque sorte. Donc, ça va faire, c'est le nombre cumulé. Donc, le nombre cumulé, c'est ça. C'est le nombre d'états qui ont une énergie inférieure à celle de E. Donc, oméga de E, ce n'est autre que phi de E plus delta E moins phi de E.
Donc ça revient à dire que je vais prendre ce phi de E plus delta E. Pardon, donc je vais m'arrêter ici. Donc le phi delta E, c'est ici. Moins ça va donner en quelque sorte ici. Donc ça, c'est le oméga. Donc ça, je peux l'écrire comme étant, c'est la différentielle de phi de E par rapport à l'énergie, par rapport à E, T de E, fois delta E. Donc en comparant ça avec ça, je peux dire que, en quelque sorte, phi de E est que rho de E, ce n'est autre que la dérivée de phi de E par rapport à l'énergie. Donc c'est juste un petit rappel sur les définitions qu'on a vues, donc en récapitulant toutes les notions. Donc maintenant, je vais traiter un deuxième exemple. Donc l'exemple 2, c'est un exemple d'une particule dans une boîte à une dimension. Donc, particule dans une boîte à une dimension et de longueur, donc L. Donc ça va ressembler en quelque sorte à ça. Donc si je prends, ici le 0, donc sur l'axe de position, je note X, donc je vais avoir ici le L. Donc la particule, ça va être en quelque sorte dans ce sens-là. Donc je note comme ça, donc je prends, ça va être ici. C'est comme si je prends la particule ici, donc à une seule dimension entre 0 et L. Donc ça revient à dire, donc, je veux faire l'analogie ou bien à ce que vous avez vu dans vos cours de mécanique quantique de S4, c'est comme si j'ai un potentiel ici, un puits infini, donc V ici c'est l'infini, et de même ici, V c'est l'infini. Donc ça vient dire que, et ici, V est égal à 0. Donc ça, c'est une boîte. Donc je construis la boîte comme étant deux puits. Donc après, je vais écrire en quelque sorte l'équation de Schrödinger. Donc, pour écrire l'équation de Schrödinger, c'est moins h bar carré sur 2m, la dérivée par rapport à seconde par rapport à x de psi de x, plus v de x psi de x est égal E psi de x. Donc, puisque le potentiel est nul, donc ça va faire 0. Donc, je déplace le E ici, donc, et je multiplie par 2m, et je divise par h bar avec le signe moins. Je vais avoir la dérivée seconde, donc plus k carré, qui agit sur psi de x, est égal à 0. Donc, avec le k, ça va être c'est 2m E sur h bar, donc h bar carré, je fais la racine, donc ça va faire, donc je note comme ça, je le garde comme ça. Donc là, c'est une équation différentielle, donc de ce contente que je connais sa solution, donc psi de x, ça va être un 1 sinus k de x plus un b sinus cosinus k de x. Donc, c'est une solution sinusoïdale. Donc, pour déterminer les constantes de normalisation, donc je passe par les conditions aux limites. Donc, la fonction, elle est nulle. Donc, puisque le potentiel ici, c'est infini, c'est que la fonction, elle est nulle, ici et ici. Donc, je vais avoir psi de x.
est égal à 0, donc est égal à psi de x est égal à L est égal à 0. Donc la première condition, psi de x est égal à 0, ça revient à dire que je remplace sinus de 0, ça fait 0, je vais avoir b cosinus de 0, ça fait 1. Donc ceci est égal à 0, ça revient que b est égal à 0. Du coup, je vais avoir a sinus k de x est égal à psi de x. Psi de x s'écrit comme étant a sinus x. Après, je vais écrire psi de x est égal à L est égal à 0. Donc, psi de x est égal à L est égal à 0. Donc, ça revient à dire que je vais avoir A sinus de KL est égal à 0. Donc, A il doit être différent de 0. Donc, A il est quelconque. Donc, si je prends A est égal à 0, ça revient à dire que la fonction d'onde est égale à 0. Donc, je ne vais pas avoir de système, il n'y aura pas de particules, puisque la fonction d'onde est nulle. Donc, A doit être quelconque. Donc, du coup, je vais avoir, pour cette égalité que ça soit vrai, il faut que le sinus qui soit égal à 0. Ça revient à dire KL est égal à pi fois n. Donc, avec n appartient à n d'un entier. Donc, après, qu'est-ce que je sais? Donc, je sais en quelque sorte que l'énergie, donc je peux tirer K, donc ceci, ça va donner en quelque sorte une condition sur le vecteur d'onde. Donc, le K, ça va être pi sur L fois N, donc c'est quantifié. Donc, de même, l'énergie aussi sera quantifiée. Donc, E est égal à H par carré K carré sur 2M. Donc ça vient d'ici, ou bien de la définition, oui, de la définition de K, l'équation différentielle. Donc je remplace ici, je vais avoir, c'est H par carré, pi carré, divisé par 2M, L carré, multiplié par N au carré. Donc ça revient à dire que la quantification de K, elle est traduite au niveau de la quantification de l'énergie. Ce n'est pas ça qui nous importe ici. Donc, l'important ici, c'est de faire le comptage des K, ou bien le comptage des états du système. Donc, je vais calculer le nombre cumulé d'états phi de E. Donc, phi de E, c'est l'ensemble des états qui ont une énergie inférieure à E. Donc, quand je fixe E, je fixe N. Donc, avec N, elle appartient à N, un grand N. Donc, c'est de 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à N. Quand je fixe E, je fixe le petit n. Donc, je vais avoir un nombre de comptages de 0 jusqu'à n. Donc, ça va faire n plus 1 état. Donc, puisque généralement, dans la physique statistique, on travaille avec un nombre de populations très grand, donc on ne va pas supposer ici que n, ça fait 2 ou bien 3, donc ça n'a pas de sens. Donc, sinon, on n'aura pas besoin d'un traitement statistique, puisque n, généralement, est très grand. Donc, ça, je peux le prendre comme étant un n. Du coup, je vais avoir pour phi de E, ça va donner, en remplaçant, en quelque sorte, en écrivant n à partir d'ici. Donc ça va faire L sur H bar pi racine de 2m E. Donc c'est pour ça on écrit phi de E, donc un nombre qui dépend en quelque sorte de l'énergie. En fixant l'énergie, je fixe en quelque sorte le nombre
des états qui ont une énergie inférieure à celle de E. Donc, et la densité, rho de E, c'est autre que c'est la dérivée de phi par rapport à E. Donc, quand je dérive ici, donc la racine, ça va faire 1 sur 2, donc fois 1 sur F. Donc, du coup, je vais avoir pour ça, ça va faire L sur pi h bar. Donc, il y a le facteur 2 qui vient de la dérivée. Donc, et la racine de 2m sur E. Et si je veux, le nombre de particules qui ont une énergie comprise entre E et delta E, donc le oméga E, ça va faire donc rho de E delta E. Donc ça va donner L sur 2 pi h bar, donc la racine de 2m sur E delta E. Je peux même l'écrire comme étant L sur H, donc puisque ici j'ai 2 pi h bar, c'est H, la racine de 2m fois E multiplié par delta E sur E. Donc, ça c'est oméga. Donc ça c'est au niveau quantique. Donc on a pris, en quelque sorte, une description quantique du système. Donc ici, j'ai une autre remarque, donc c'est que la densité, donc ρ, il augmente, c'est quand l'énergie augmente, donc, puisque c'est inversement proportionnel, donc le ρ diminue. Si je veux tracer ça sur une échelle d'énergie, donc comme ça, donc pour les petites valeurs d'énergie, donc il y aura une densité très importante, et pour une grande valeur d'énergie, il y aura une densité donc plus petite. Maintenant, je vais reprendre le même problème, mais de manière classique, donc par l'approche donc le nombre d'états accessibles, donc le nombre d'états accessibles, donc pour une énergie donc inférieure à E, donc phi de E, donc j'ai l'écrit comme étant, donc c'est l'espace de phase donc divisé par H, par l'unité élémentaire. Donc ici, je vais mettre D fois N. Donc, avec D, c'est la dimension ou bien le nombre de dimensions, ou bien la dimension du système. Donc, puisque on travaille dans une boîte à une dimension, ce qui implique que D est égal à 1. Donc N, c'est le nombre de populations, nombre de particules ou bien de populations. Donc puisque j'ai une seule particule, N est égal à 1. Du coup, phi de E, ça va faire en quelque sorte d de x fois d de p, donc divisé par h à la puissance 1 fois 1, donc divisé par h. Donc, et pour avoir un espace tout entier,
Donc, je vais intégrer donc, les variations de x se fait de 0 jusqu'à L et celle de P de 0 jusqu'à Px. Donc, ceci, ça va donner en quelque sorte, c'est L. Quand j'intègre dx, ça va donner x. Je remplace L et 0, ça va faire L. Donc, de même ici, je vais avoir P de x. Donc, je divise par H. Et puisque le le V est égal à 0, donc il n'y a pas de potentiel, donc V est égal à 0. Donc la seule énergie de la particule, c'est l'énergie cinétique. Donc j'ai écrit que l'énergie de la particule n'est que l'énergie cinétique. Du coup, je vais avoir E est égal à P de x carré sur 2m. Il n'y a pas d'énergie potentielle. Ce qui donne que phi de E, je note phi de E classique, est égal, donc L sur H, P de x qui est la racine de 2m sur E. Donc si je veux comparer ça avec le phi qu'on a trouvé tout à l'heure, donc ici, donc je note ça phi quantique. Donc le phi quantique de E, c'était en quelque sorte c'est L sur pi h bar, donc racine de 2m. Donc je remplace h bar comme étant h sur 2pi. Donc je vais avoir, donc ceci ça va donner en quelque sorte donc L 2 fois L sur h, la racine de 2me, donc qui est en quelque sorte 2 fois phi E. Donc avec un facteur de 2, par exemple, donc je vais avoir donc le phi classique en quelque sorte, le phi donc sur 2. Donc il y aura ici sur 2. Donc le phi classique est égal 2 fois le phi quantique. Alors on décrit le même système, donc je dois avoir le même résultat. Donc ici, j'ai pas tenu compte en quelque sorte de quelque chose, donc pour avoir dans le comptage de l'espace de phase, pour avoir le même résultat. Donc en réalité, quand j'ai défini phi, donc le phi, il y a, donc on a dit que c'est delta gamma, donc divisé par h à la puissance d fois n, donc le nombre de particules fois la dimension de l'espace. Donc je dois ajouter en quelque sorte, tenir compte du spin j plus 1 à la puissance n. Donc, oui. Donc en réalité, il faut appliquer deux principes, donc le principe de Pauli et le principe de discernabilité. Donc je vais expliquer ça. Donc il faut tenir compte en quelque sorte, quand je parle du principe d'exclusion de Pauli, donc
je dois tenir compte du spin. Donc, pour un facteur multiplicateur, donc je note facteur multiplicatif. Donc je vais prendre par exemple je vais prendre le J est égal à 0 pour les atomes. Donc par exemple les atomes d'hélium. Donc les molécules H, je vais prendre J est égal à un demi entier pour les électrons, par exemple, donc les protons et les neutrons. Donc ici 2J plus 1, ça va faire 1. Ici 2J plus 1, ça va faire 2. Donc c'est faire en quelque sorte la distinction entre un boson et fermion. Donc un spin ici entier, ici demi-entier. Donc ça constitue déjà une introduction à la statistique quantique. Donc puisque ces deux particules, donc les bosons, ce sont des particules qui ont un spin entier, donc les fermions qui ont un spin demi-entier, et chacun obéit à une certaine probabilité, à certaines statistiques, donc deux statistiques différentes. Donc ici déjà, donc on a à faire la distinction. Donc aussi, on doit tenir compte de l'indiscernabilité des particules. Donc par exemple, si je prends des particules, donc je peux dire elles sont indiscernables ou bien discernables. Dans le cas indiscernable, que je ne peux pas discerner ou bien distinguer entre les deux particules, entre les particules du système, quand je fais le comptage, ça revient à dire que je fais le comptage sur toutes les permutations possibles. Toutes les permutations possibles. Donc, et le nombre de permutations, ce n'est autre que le nombre de permutations ce n'est autre que c'est le n factoriel. Du coup, ici, si les particules sont indiscernables, je dois diviser ça par le n factoriel. Donc, on va s'arrêter là. Donc, et merci pour votre